Je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il me revient l'honneur de dire juste quelques mots, mais vraiment très rapides, au nom des trois associations qui ont organisé ce colloque. Donc l'AAT, l'UNABCC et puis l'AED IHEDN, nouveau nom du CHEAR. Donc je suis très heureux de vous accueillir, très heureux de la tenue de ce colloque qui s'annonce extrêmement intéressant. Donc je vous souhaite un excellent colloque à tous. Je remercie évidemment tous ceux qui ont contribué à son organisation, c'était un gros travail. Et je cède sans plus tarder la parole au général Destremaux, général directeur de l'IHEDN. Alors, messieurs les présidents des associations, messieurs les professeurs, vous tous, je suis très heureux, très honoré aussi d'être avec vous ce matin et d'avoir la charge d'ouvrir ce colloque, et qui bien sûr s'inscrit dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre et finalement 100 ans après de son achèvement. Un colloque qui est organisé sous la haute autorité du secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Madame Geneviève Darrieussecq. Et je vais m'associer à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire saluer les organisateurs, tous ceux qui ont permis à ce colloque de se tenir ce matin sur un sujet qui est à la fois intéressant et important. La question n'est pas mince. En 1918, pourquoi la victoire? J'imagine pourquoi, comment. C'est sans doute l'ambition que vous vous êtes fixée, que nous nous sommes fixés. C'est dans cette journée de comprendre comment nous y sommes parvenus, quels ont été finalement le chemin qui a permis de vaincre. J'ai été très frappé d'écouter récemment le général Irastorza, qui est avec toutes les recherches, les travaux qui ont été menés sur cette Première Guerre mondiale, est capable aujourd'hui d'apporter un regard complémentaire, parfois un regard différent sur notre histoire. J'étais très frappé de l'écouter en pensant à l'histoire de la Première Guerre mondiale telle qu'elle m'avait été enseignée. À quel point peut-être ce que ma génération a perçu, reconnu comme vérité historique ou comme un élément d'histoire, aujourd'hui est réexaminé, certainement pas reconstruit, mais construit dans une perspective historique peut-être plus approfondie, plus raisonnée, et ce d'autant plus que cette histoire-là, elle fait forcément écho, elle est source d'enseignement, de richesse pour l'histoire que nous construisons aujourd'hui, pour le temps présent. À l'évidence, cette guerre a été gagnée, elle a été gagnée militairement. Je ne sais pas si on peut dire que la victoire militaire a été prolongée par une victoire diplomatique. Avec beaucoup de précautions, je dirais quand même que ce que nous avons réussi ou nous n'avons pas réussi à l'issue de la Première Guerre mondiale a contribué à un deuxième conflit dont les conséquences humaines ont été terribles je pense, pour les sociétés européennes et plus largement pour l'humanité. Je crois qu'il y a donc comprendre la victoire et les raisons pour lesquelles nous l'avons obtenue est essentielle. Je trouve aussi intéressant de savoir comment, de cette victoire militaire, de cette finalement usure et des protagonistes jusqu'à l'armistice, ne nous a pas permis ensuite
de construire un monde qui, de cette paix obtenue, lui permette de se prolonger et de nous rejoindre jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas m'empêcher de vous citer deux phrases que je trouve un peu peut-être comme éclairantes des discussions que vous aurez, en tout cas qui pourraient les initier. J'aime en particulier celle-là de Philippe Roth dans un magnifique roman qui s'appelle La Tâche et qui dit « On gagne pas avec sa cervelle, on gagne avec sa cervelle, pas avec sa rage ». Et forcément, l'officier que je suis ne peut que rejoindre cette idée qu'on gagne parce qu'on réfléchit et non pas parce qu'on se nourrit d'antagonisme, de négation de l'autre, d'irraison d'une certaine manière. Et puis le deuxième mot que je voudrais vous citer, c'est peut-être un plus loin, mais c'est Sallust dans les guerres de Jugurtha qui dit « Parmi d'autres exercices de l'esprit, le plus utile est l'histoire ». Je suis convaincu que ce point pourrait faire l'objet de beaucoup de discussions et je suis convaincu que les professeurs et tous ceux qui appartiennent au monde académique pourraient voir dans ce propos un débat, mais néanmoins, il me paraît complètement lié à ce que vous voulez faire aujourd'hui, c'est-à-dire comprendre le passé, sans doute pour mieux penser le présent. Et donc avec beaucoup de joie et d'intérêt que je passe maintenant la parole au professeur Georges-Henri Soutou, membre de l'Institut, professeur émérite à la Sorbonne et éminent historien qui va vous entretenir des grandes phases de la guerre et de la préparation. C'est pas moi. Ah, ben alors je veux. Juste vous dire, je suis juste le gardien du temps, moi, donc c'est pour ça, c'est très bien, Patrick. On doit absolument libérer l'amphi à 17h30, puisqu'il y a une manifestation de l'IHEDN ce soir dans la suite, et donc je vous demanderai tous de bien vouloir respecter l'horaire que vous avez eu dans le programme qui est là. Et donc on passe tout de suite la parole au professeur. Voilà. Merci, mon général. Messieurs les officiers généraux, messieurs les officiers, mesdames, messieurs, je vais avoir l'honneur d'introduire, je dis simplement d'introduire ce colloque auquel je suis très heureux de pouvoir participer, surtout avec ce sujet qui est pas simplement un récit historique, mais une interrogation, je dirais presque un retex, n'est-ce pas? Et je crois qu'il est tout à fait utile. Les Britanniques, de leur côté, y procèdent. Certains d'entre vous ont participé même à leurs exercices. Et il y a beaucoup de leçons à tirer de la guerre mondiale, encore aujourd'hui, et également de la victoire de 1918. Alors, je vais d'abord vous présenter le plan de mon intervention. D'abord, pourquoi la victoire de la Marne? Une question intéressante, la réponse n'est pas absolument évidente. Deuxième grand axe, octobre 1915, le gouvernement Briand s'installe et commence à intégrer la longueur et le caractère total de la guerre et de la stratégie, y compris la stratégie périphérique, dont je parlerai également. On sort, je dirais, de la période initiale où on pensait que la guerre durerait 3 mois tout au plus, peut-être 6, et on intègre le fait que ce sera une guerre longue, avec tout ce que cela comporte. Et du point de vue gouvernemental, pardonnez-moi, on sort de l'amateurisme en octobre 1915. Printemps 1917, après l'échec de l'offensive Nivelle et les problèmes de l'armée française, très sérieux problèmes en juin 1917, on se résigne à abandonner la percée et l'on s'efforce de redonner confiance aux
combattants. On attendra, selon la formule fameuse du général Pétain, les chars et les Américains, qui entrent en guerre, je vous le rappelle, début avril, qui, en début de l'automne 1917, ont déjà 200 000 hommes en France, et qui, en juin 1919, au moment où la paix est signée, avaient un effectif de 2 millions d'hommes en Europe. Et automne 1917, c'est l'arrivée au pouvoir de Georges Clemenceau et le redressement politique et moral du pays et le resserrement de tous les rouages de façon à fournir le dernier effort après les affres de l'année 1917. À ce moment-là interviendra une diapositive qui n'est pas dans le dispositif, parce que c'est une annexe secrète, vous verrez. 1917-1918, on prépare le passage à la guerre mécanique. J'insisterai un tout petit peu, parce que ça me paraît particulièrement approprié pour cette occasion. 1918, c'est l'établissement du commandement unique, c'était une cause essentielle de la victoire. C'est la mobilisation totale, encore plus que ce qu'on avait fait avant, qui commence à annoncer vraiment ce qui se fera pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'acceptation que la stratégie ne peut être qu'une stratégie de coalition. Je reviendrai sur ce que j'entends par là. C'est la coordination opérative entre les différents alliés. C'est la mise au point d'une tactique aéroterrestre motomécanisée qui commence à apparaître à l'été 1918 et qui, si la guerre s'était prolongée encore en 1919, comme la plupart des gens le pensaient, et la plupart des responsables le pensaient, aurait conduit en 1919 à vraiment, du côté des Alliés, la mise en place d'une offensive évoquant déjà beaucoup la Deuxième Guerre mondiale, à base de moyens mécanisés, terrestres et aériens. Alors pourquoi la victoire de la Marne? Eh bien, il y a évidemment beaucoup de raisons. Il y en a une essentielle, c'est bien entendu le comportement des soldats français qui, après avoir subi à peu près défaite sur défaite depuis le début du conflit et avoir reculé dans des conditions qui commençaient à rappeler aux anciens les problèmes de la guerre de 1870, ont réussi, au moment où l'état-major l'a décidé, non seulement à arrêter la retraite, mais à reprendre l'offensive immédiatement, dans des conditions tout à fait remarquables. Comme l'a écrit un des grands chefs allemands de l'époque, on avait pensé à tout, sauf à ça. On ne pensait pas que ce fût possible, qu'une armée largement battue ou en voie d'être battue, tout d'un coup, non seulement reprenne l'offensive, mais l'emporte. Alors, du côté français, parce qu'on a dit également que la victoire de la Marne est une victoire du commandement, après avoir célébré les soldats, les combattants, je pense qu'il faut aussi célébrer le commandement, et une comparaison entre les deux chefs et leur méthode, que je suis obligé de raccourcir, bien entendu, ce sont des schémas que je vous donne, me paraît quand même éclairante. Joffre, reine courte, car il commande réellement, il dirige réellement ses subordonnés, jusque dans le détail. Il suit tout ça de très près. L'organisation de l'état-major et de l'armée est vraiment selon un modèle pyramidal, et le sommet dirige, reine courte. En même temps, sur le plan du caractère de la personnalité, j'ai mis Placide, pour résumer tout ça en un mot. Il conserve un parfait sang-froid, il conserve son rythme personnel d'existence, y compris un sommeil, très bonne caractéristique pour un grand chef, à mon avis. En face, Moltke le jeune, le neveu du grand Moltke de la guerre de 70, qui lui suit une autre méthode de commandement, mise au point justement au cours des guerres de l'unification allemande par Moltke l'Ancien, reine longue, ce que les Allemands appelaient la preußische Freiheit, la liberté prussienne, ce que l'armée allemande aujourd'hui appelle l'Auftragstaktik, c'est-à-dire qu'on vous donne un objectif, et puis le subordonné, quel que soit le niveau, est chargé d'atteindre cet objectif par les moyens qui lui conviennent, qui lui paraissent justifiés. La hiérarchie,
disons, le laissant assez libre. Reine longue, ce qui va conduire à des conséquences que je vais vous montrer d'une seconde, et en même temps nervosité. Moltke est déprimé, inquiet, il sent que la bataille lui échappe et il n'arrive pas à s'affirmer. Je passe au... Voilà. Alors, je vous rappelle le plan Schlieffen. Il est marqué ici sur cette carte par les grandes flèches rouges. Je ne suis pas d'ailleurs totalement d'accord. Est-ce que ceci... Non, je ne vois pas. Alors, je vais utiliser le pointeur s'il arrive à fonctionner. Oui, cette flèche-ci, il faudrait la faire passer plutôt par là, entre Rouen et Paris. Hein. Je la trouve un peu pessimiste pour le plan Schlieffen initial. Je dis bien initial. Bien. Face au plan Schlieffen qui est bien connu et qui va échouer, le plan français, qui est un plan d'offensive, ce sont les flèches bleues que vous... Oh, excusez-moi, je me suis trompé de story. Je me suis trompé de... Voilà. Voilà. J'ai mal fait ça. Les flèches bleues que vous voyez là sont les offensives françaises initiales, plus l'offensive dite sentimentale vers le sud de l'Alsace. Ces offensives initiales vont échouer. Elles vont échouer. Je reviens vers les micros pour me faire comprendre. Ceci dit, le plan Schlieffen va également échouer pour, je dirais, 3 raisons fondamentales. D'abord, du côté allemand, 2 grandes erreurs ont été commises. L'Allemagne est une confédération. La 6e armée allemande est commandée par le Kronprinz Ruprecht de Bavière, qui a son propre état-major. L'armée bavaroise a son indépendance dans le cadre, ou son autonomie en tout cas dans le cadre général de l'armée allemande. Et au lieu de garder la défensive du côté... décidément, écoutez, je prie. Voilà. C'est pas bien fait, ça, je prends mon propre appareil. Au lieu de garder la défensive, il va attaquer de façon à s'emparer de Nancy, contrairement au plan et contrairement aux instructions reçues. Moyennant quoi, il fera échouer le plan Schlieffen, qui consistait à tendre un piège aux offensives françaises dans la région. Je vous remercie beaucoup, madame, de me remettre, parce que ça, je risque de perdre encore plus de temps. Et pour quelle raison le Kronprinz Ruprecht a-t-il attaqué Nancy alors que ce n'était pas le plan? Le plan était de laisser les Français s'enfoncer avec leurs offensives et puis ensuite les coincer, les détruire complètement. Tout simplement parce que le Kronprinz Ruprecht de Bavière voulait transformer le Reichsland d'Alsace-Lorraine en élément du royaume de Bavière après la guerre. C'était le but de guerre propre des Bavarois, et il voulait y rajouter Nancy, évidemment, capitale prestigieuse. C'est-à-dire que la Bavière menait sa propre politique à l'intérieur de la guerre allemande. Et l'état-major de Moltke a essayé de convaincre le Kronprinz Ruprecht de bien vouloir s'en tenir au plan prévu. Celui-ci a envoyé promener les émissaires de grand état-major prussien. Première erreur. Deuxième erreur, toujours à cause du manque de direction ferme de la part de Moltke, les armées allemandes ont laissé à peu près à cette hauteur-ci, c'est bien connu, s'établir un trou d'une 50aine de kilomètres, chacune suivant sa direction sans trop se préoccuper du voisin. Trou qui a été faille qui a été remarquée par l'aviation française. Je crois que c'est la première reconnaissance aérienne qui a eu vraiment un effet stratégique, pas simplement tactique, ce qui a permis la contre-offensive. Je passe à la diapositive suivante, qui a permis alors aux Français de l'emporter. Grâce à quoi? D'abord, l'utilisation des chemins de fer en rocade, ce qui n'était pas prévu. À l'époque, les chemins de fer étaient utilisés en grands axes, un axe par armée, et également, c'était la même chose du côté allemand, du côté français, mais l'idée de transport en rocade tout le long du front en pleine bataille n'avait pas été prévue. Elle a été réalisée, je dirais, in extremis, parce que l'armée française était complètement désaxée
on le voit assez bien sur cette carte, par rapport à l'axe des forts allemands. L'axe des forts allemands était dans toutes ces régions et les armées françaises étaient finalement concentrées, plutôt décalées par rapport à l'axe allemand principal. Alors, il a fallu transporter des troupes par chemin de fer très rapidement pour remodeler complètement le front. D'autre part, l'état-major français a réussi à saisir l'opportunité offerte, j'en ai parlé il y a une seconde, par la faille entre les armées allemandes pour contre-attaquer victorieusement. Bon. Étape suivante, octobre 1915, l'arrivée du gouvernement Aristide Briand. Briand était déjà ministre et ministre de la Justice, mais là, il prend la tête du gouvernement. Il le réorganise, il va être maintenant beaucoup plus cohérent et énergique, il réorganise le travail gouvernemental, les rapports avec le Parlement, et on commence à intégrer la longueur et le caractère total de la guerre et de la stratégie, avec la réorganisation gouvernementale dont je vous ai dit un mot, et avec une mobilisation industrielle qui est impressionnante, qui avait commencé dès le début du conflit, qui s'était poursuivi, accéléré à partir de 1915, dans les plus grandes difficultés, puisque certaines régions industrielles essentielles, comme vous le savez, étaient occupées par les Allemands. Moyennant quoi, et évidemment grâce à des importations, en particulier le charbon anglais et des importations américaines de plus en plus, la France a pu établir une égalité en matière d'armement, de qualité d'armement et, disons, approximativement de quantité en tenant compte d'alliés anglais, avec les Allemands dès l'automne 1916, et avait atteint une supériorité qualitative et quantitative nette en 1918. Je vous rappelle quelque chose qui n'est pas toujours connu. L'armée américaine qui arrive en France à partir du printemps 1917, elle va être équipée en chars, canons, etc., par l'industrie française, et avions, essentiellement par l'industrie française. N'est-ce pas ? Les Américains ont leurs armes personnelles, leurs armes individuelles, non pas autre chose. Bon. D'autre part, on va établir le blocus, ou renforcer, il existait déjà, mais on va très sérieusement renforcer le blocus des puissances centrales, l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, ce qui signifiait qu'on forçait les neutres à jouer le jeu, parce que jusque-là, le blocus de l'Allemagne avait été tourné ou contourné par les pays neutres, et on va commencer très progressivement et prudemment à établir en France le rationnement des denrées essentielles, y compris le charbon, etc. D'autre part, on a enfin en 1915 une vision globale de la guerre, pas simplement le front du Nord-Est, comme on disait, une vision globale, y compris la nécessité de tout faire pour soutenir les Russes qui supportent encore plus mal que les Français la prolongation de la guerre au-delà des 3 à 6 mois initiaux, et également une tentative de stratégie périphérique par, disons, les Balkans, qui n'aura pas, je vais y revenir, grand succès cependant avant septembre 1918. Mais ça, en septembre 1918, ça changera. Donc, j'évoque ici deux affaires qui ont coûté énormément de sang et beaucoup de déceptions aux Alliés, Français compris, les Dardanelles et ensuite le débarquement sur la presqu'île de Gallipoli, tout ça début 1915. La première idée, c'est de forcer par voie maritime, avec des escales françaises et britanniques, les Dardanelles, de façon à parvenir, vous voyez, le long chemin, il ne faut pas oublier ça, hein, parvenir jusqu'à Istanbul, Constantinople, de façon à faire tomber l'allié turc, qui, je vous le rappelle, à l'époque commande tout le Moyen-Orient, et déjà pouvoir établir ensuite par la mer Noire un contact direct avec la Russie. En effet, l'un des très grands problèmes des Alliés, c'est qu'il n'y avait pas de communication directe facile en dehors du Grand Nord avec la Russie. D'où l'importance stratégique et en même temps logistique de l'opération des Dardanelles. Simplement, il échoue, comme vous le savez, parce que les défenses turques que vous voyez, décidément, voilà, que vous voyez ici, les forts, les barrages de torpilles, de mines, les barrages anti-sous-marins,
Tout ça a conduit à une défaite navale dramatique. Deuxième étape a été un débarquement dans la zone qui est entourée ici en rouge, hein, Cap Helles, où les Alliés se sont enlisés face aux défenses turques, avec des conséquences humaines qui sont encore très présentes dans les pays du Commonwealth britannique, Australie et Nouvelle-Zélande, qui fournissaient l'essentiel des forces en dehors des Français. Ceci dit, les forces alliées ayant échoué aux Dardanelles vont être transportées à Salonique. Vous voyez la flèche là. L'idée étant, à partir de là, d'attaquer l'Allemagne parce que la région que Churchill appelait le ventre mou de l'Allemagne, n'est-ce pas, à travers les Balkans. L'idée stratégiquement était bonne, mais pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je passe, elle ne réussira à déboucher qu'en septembre 1918, avec cette carte qui montre là, alors là, une progression considérable jusqu'à la défaite autrichienne début novembre 1918. Mais c'est bien tard. L'influence directe de ces offensives sur ce qui s'est passé au niveau général est quand même réduite. Disons que ça a correspondu à la défaite allemande sur le front de l'Ouest. Après les mutineries, nouvelle étape, après les mutineries de l'armée française au printemps 1917, on voit Philippe Pétain devenir commandant en chef des armées françaises. C'est un portrait de 1918, pas de 1948, hein, je tiens à vous le dire. Et il se résigne à remettre la percée à plus tard. Il attend les chars et les Américains. Il décide de s'occuper des combattants en mettant en place un système de permission, en améliorant leur ordinaire et surtout en changeant les méthodes de combat complètement, en donnant la priorité, disons, à la sécurité en quelque sorte des soldats, même au cours des offensives que Pétain organise. Il organise toute une série d'offensives, mais je dirais très prudentes, bien encadrées par l'artillerie, de façon à limiter les pertes. C'était absolument essentiel pour établir le moral de l'armée. Clémenceau, à partir de novembre, président du Conseil, se chargeant de rétablir le moral du pays tout entier, avec sa formule très simple, je fais la guerre. Il abandonne les nombreuses tentatives de négociations secrètes qui avaient eu lieu depuis le printemps 1917. Les défaitistes, les espions, sont fusillés ou mis en prison, y compris des hommes politiques très importants comme Joseph Caillaux, qui est mis en prison. Tout est centralisé au ministère de la Guerre qu'occupe Clémenceau de façon, disons, totalement hors des cadres normaux de la Troisième République. L'opinion est subjuguée, elle accepte cela, et une nouvelle phase de la guerre commence, facilitée par la victoire du renseignement français. Surtout à partir de l'automne 1917, après l'élimination des réseaux d'influence allemands, le renseignement français prend le dessus sur le renseignement allemand à tous les niveaux, renseignement tactique, y compris la radio, le déchiffrement des messages ennemis, renseignement opératif, avec des réseaux par la Suisse, un intéressant réseau par un marchand de vin et spiritueux de Strasbourg qui fournit toutes les armées allemandes sur le front de l'Ouest. On voit la liste de ces envois une fois par semaine au service de renseignement, qui a ainsi l'emplacement de tous les états-majors d'armée, de corps d'armée et de divisions, ce qui est quand même commode, très commodément, une fois par semaine, grâce à ce monsieur. À cela s'ajoute un renseignement politique de haut niveau vers l'Allemagne, la Bavière, l'Autriche-Hongrie, toutes les puissances centrales, dont on connaît, à partir de l'automne 1917, très exactement l'évolution politique, les forces et les faiblesses, de façon qui a évidemment beaucoup aidé à la fin de la guerre et à la victoire. D'autre part, en 1917-1918, on prépare le passage à la guerre mécanique. Je me contente de deux images. À gauche, un essai de tank dit Saint-Chamond en 1916,
vous admirerez ce qu'on appelait l'étrave, n'est-ce pas, qui est extrêmement commode, vous vous en doutez, pour passer des tranchées. Et de l'autre côté, le char Renault F-17, qui est exactement génétiquement conforme, l'ancêtre, disons, des chars actuels, avec tourelles, etc., et dont vous remarquerez qu'il est mieux équipé pour passer des obstacles, avec ses chenilles enveloppantes. En plus, sur le plan mécanique, me dit-on, il marchait très correctement. Ensuite, nous avons le commandement unique confié au maréchal Foch, le premier SACEUR, comme l'a dit un jour l'officier américain qui commandait l'OTAN à l'époque au général Georges Lain, qui me l'a raconté, qui établit donc par décision alliée le commandement unique en 1918, tandis que l'on procède à une mobilisation totale, que l'on développe la coopération interalliée dans tous les secteurs, et tandis que très personnellement, Foch comprend qu'une stratégie de coalition ne peut pas être une stratégie optimale, qu'il faut accepter qu'elle soit sous-optimale pour que tous les alliés ou associés, ce qui était le cas des Américains, qui n'étaient pas vraiment alliés, restent à bord et jouent leur rôle. Il faut accepter cela, c'est la caractéristique d'une stratégie de coalition. Ce qui n'empêche pas une coordination opérative très étendue et la mise en place par des commissions d'études des blindés du rôle des chars au niveau interallié qui préparent la tactique aéroterrestre motomécanisée prévue par, en Angleterre, le colonel Fuller pour 1919, mais c'est exactement la même chose du côté français. Et je termine avec la dernière victoire et du commandement et du personnel politique français, et là je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, au moment de l'armistice, quand les Allemands demandent l'armistice en octobre 1918, après une période de discussion que je passe pour ne pas prendre trop de votre temps, on sait s'arrêter, on comprend que, contrairement à certains qui suggéraient de ne pas répondre à la demande allemande d'armistice et de porter la guerre jusqu'au cœur de l'Allemagne, on comprend que ce ne serait pas possible avec les Américains qui n'accepteraient pas, avec les soldats qui probablement n'accepteraient pas de continuer à se battre jusqu'en Allemagne à partir du moment où les Allemands offraient de négocier l'armistice, ce qui n'empêche pas Foch d'exiger et d'obtenir par un armistice qui, je vous le rappelle, ne vaut que pour 1 mois renouvelable. Donc c'est un extraordinaire instrument de pression. Il est valable 1 mois renouvelable, ce n'est pas un armistice à long terme. Et il obtient grâce à cela que les Allemands évacuent, vous avez ici la ligne du front, il obtient que les Allemands évacuent non seulement les zones occupées en France et en Belgique, mais évacuent l'Alsace-Lorraine, évacuent la rive gauche du Rhin et également une zone sur la rive droite, les troupes alliées venant occuper la Rhénanie et les têtes de pont au grand passage du Rhin, permettant de reprendre l'offensive si c'était nécessaire au cas où l'Allemagne refuserait de conclure la paix. En d'autres termes, la manœuvre politico-stratégique finale a réussi. Je sais très bien que ce dernier point est contesté. Je maintiens qu'on aurait eu les plus grandes difficultés à poursuivre le conflit et qu'on aurait risqué tout simplement que la révolution qui emportait une partie de l'Europe centrale après la Russie gagne également la France à ce moment-là. Je vous remercie. Il me semble avoir tenu à peu près le temps imparti.